la nation nous paye, nous donne comme mission de fabriquer des citoyens avertis, des citoyens bien formés qui sachent exactement ce qu'ils peuvent faire pour le pays. Nous, en lettres encore, peut-être moins que dans d'autres domaines, on ne sait pas trop, en dehors d'une maîtrise de la langue, d'une maîtrise de l'idée, d'une certaine manière aussi d'approcher la société des problèmes sociaux, nous n'avons pas d'autre mission que cela. L'agriculteur est peut-être à cet égard beaucoup plus utile que nous parce qu'il nourrit directement les populations. Mais enfin, ce que je veux dire aussi, c'est qu'il y a un malaise profond dans notre système éducatif, pas seulement à l'université, mais depuis, je ne dirais pas la maternelle, mais enfin depuis le primaire, au moins depuis l'élémentaire jusqu'à l'université. Il y a aussi que notre jeunesse est sollicitée par trop de choses, des facilités. Il vaut mieux être footballeur de nos jours, un footballeur qui reçoit 20 millions s'il marque un but et qui, s'il fait une bonne passe, reçoit 10 millions, sans compter son salaire faramineux, que d'être professeur. Donc la façon dont on valorise le savoir, eh bien, fait que nos jeunes ne croient plus au savoir, ils croient au métier qui vous ouvre directement sur l'avoir. Quel niveau? Ça va bien. Ça va, merci. Je te regardais à la télé, sur la circulation du livre. On a la nostalgie vraiment des années 50, des années 60, où l'on parlait bien le français. Nous avons eu de grands hommes, mais dans ce pays, comme Mamadou Dia, par exemple, mais qui étaient des instituteurs et qui sont devenus des figures emblématiques de leur pays et de leur continent. Donc, j'ai eu des maîtres d'école, mais qui étaient fabuleux, qui m'ont donné le goût des études, qui m'ont donné le goût de la lecture. Est-ce que vous connaissez ce monsieur? Non, ça n'a pas d'importance. Attendez, attends, si. C'est important, c'est important. Vous avez entendu parler de Amadou Lamine Sall? Oui. Le grand poète? Oui. Ah, mais voilà, c'est lui. Moi, j'ai fait ma licence ici, dans le fac. Ce que vous vivez là, je l'ai vécu, hein. La galère là, je l'ai vécu, hein. De ton temps, quand même, ça présentait mieux. C'était moins. Oui, ça présentait mieux. Il y avait moins d'étudiants. On avait de très grands professeurs. Vous avez la chance d'en avoir encore peut-être. Mais c'était la galère, hein. On n'avait pas de bourse, on n'avait pas de quoi manger. Et on se disait, on va réussir. On va réussir pour papa, on va réussir pour maman, on va réussir pour nous. Alors faites-le, hein. Merci beaucoup. Enchanté. Allez au Saint-Orbe. On est enseignant, mais on ne peut pas se voiler la face. On est parent d'élèves, on ne peut pas se voiler la face. Les enseignants, mais ils ne peuvent restituer que ce qu'ils ont appris. Peut-être que nous qui avons enseigné à la promotion qui enseigne maintenant, peut-être que nous avons démérité. Peut-être également que le niveau de recrutement avec les vacataires et autres a terriblement baissé. Et que les conditions de vie ont fait que les enseignants, ils étaient en train de bachoter. Ils n'ont pas eu le temps de lire tout ce qu'ils devaient lire. Ils n'ont pas eu la possibilité d'être confrontés à d'autres modèles qui leur permettent justement de choisir, de modifier ce qu'ils doivent restituer. Il y a cela. Et le niveau des élèves forcément s'en ressent. Par exemple, je parlais à mon fils qui a Madame Bovary au programme. Il est en première. Mais quand j'ai voulu lui parler de tout l'environnement social, historique, tout ce qui se passait dans le monde, en France, au moment où Madame Bovary a été écrite. Et à ce moment-là, quelles sont les œuvres d'art majeures qu'il y a eu, quelles sont les guerres qu'il y avait sur le continent et ailleurs et tout. Il m'a dit, mais enfin, moi, c'est cet ouvrage-là qu'on me demande. Tu ne vas pas me faire un cours? Je lui ai dit, mais si tu veux sentir pourquoi l'auteur a été amené à écrire cela, il faut peut-être que tu saches dans quel contexte il a vécu. Mais ça,
Quels sont les profs qui peuvent se payer le luxe, rapport au crédit horaire, rapport aux conditions, d'extrapoler, d'aller faire les recherches qu'il faut? Qui peut? Donc c'est compliqué, quoi. C'est pas facile. La présentation d'un texte de mémoire, d'un travail scientifique, obéit à des critères, à des normes. On n'entre pas dans l'enseignement pour s'enrichir. On entre dans l'enseignement parce qu'on pense pouvoir apporter quelque chose à son pays en étant enseignant, c'est-à-dire en transmettant à la jeunesse, aux générations montantes, le savoir que la société a accumulé et le savoir que l'on est allé soi-même chercher. Nous sommes des enseignants-chercheurs. Il y a que quand même, il faut mettre les enseignants comme les étudiants dans des conditions minimales de production de savoir et d'apprentissage. On ne peut pas continuer indéfiniment à demander aux professeurs, aux enseignants de se sacrifier parce que l'enseignement est un sacerdoce quand on les, disons, paupérise au point que le professeur d'université n'a pas les moyens de s'offrir un véhicule pendant toute sa vie ou bien une maison correcte pour y vivre avec ses enfants. Il est obligé à ce moment, malgré son amour de son métier, d'aller chercher ailleurs les compléments qui lui permettent de vivre avec un minimum de décence. Fonctionne comme un transit sociétal. Votre enfant quitte son domicile familial, va à l'université, s'il réussit ses études, il ne revient pas à la maison. Il crée sa propre maison. Donc il faut qu'on soit très très attentif à cela. Les Américains le mettent dans le package de services parce que c'est extrêmement important. Quand vous allez dans les campus américains, il y a la police universitaire. La police, sa mission est de défendre les franchises universitaires. La police, sa mission est de préserver les biens. Parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, dans les universités, vous avez des équipements extrêmement lourds et extrêmement coûteux. Et donc, il faut préserver cela. Si on prend une université comme Dakar, pendant que 20 personnes perturbent, la majorité veut aller travailler. Comment faire pour préserver tout cela? Parce qu'on ne peut pas, dans la perturbation permanente, former des gens au standard. Il y a un temps de travail qu'il faut au niveau de l'enseignement supérieur. Étudiants, ça a toujours existé. La politisation du monde universitaire, ça a toujours existé. Mais les étudiants politiques et qui allaient en grève, les grandes grèves de 68, etc., c'était des grèves que j'appellerais des grèves généreuses. Les étudiants ont toujours voulu changer la vie, changer le monde, faire régner la justice sociale. Voilà les grands idéaux qui les animaient. Donc ces idéaux étaient encore en continuité avec leur enseignement. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Vous avez des mouvements fragmentés et qui n'ont aucune générosité. Ce sont des mouvements qui peuvent réclamer les choses les plus matérielles qui soient, sans avoir une vision de la totalité. Regardez l'université aujourd'hui, les gens se regroupent en ressortissant de ARLAO, en ressortissant de Kungel, en ressortissant de ceci ou de cela. Les revendications sont des revendications micro-identitaires. Il y a une espèce de violence qui n'a rien à voir avec la générosité du mouvement étudiant. Et ça, ce n'est plus de la responsabilité de l'État ou des ressources insuffisantes, c'est la responsabilité individuelle.
Le campus numérique francophone de Dakar fait partie d'un réseau des campus numériques. Nous en avons 44 de par le monde que nous appelons des campus numériques de plein exercice. Ce sont des projets de l'Agence universitaire de la francophonie pour servir la communauté universitaire en termes d'accès à la connaissance, en termes de formation à la connaissance et en termes de partage et de diffusion de la connaissance. Nous intervenons dorénavant depuis notre programmation quadriennale 2010 en tant qu'opérateur auprès des universités pour l'appropriation, la prospective et l'intégration des technologies de l'information et de la communication dans l'enseignement supérieur. Ce qui manque souvent en Afrique, c'est que les étudiants ne sont pas outillés. Ils rencontrent énormément de difficultés. Nous sommes dans des universités complètement obsolètes. Et je crois que vous avez devancé un peu le défi des universités en offrant de tels espaces. Ici, vous avez tout. Vous avez la poésie, vous avez les romans, vous avez la nouvelle, vous avez toutes sortes de littérature. Mais Madame Meroué vous dirait certainement que ces gros chiffres d'affaires, elle ne les fait pas avec la poésie. Elle ne les fait pas avec le roman. Elle les fait peut-être avec les livres scolaires et à la rentrée des classes. Pour dire que nous devons également penser dans la politique gouvernementale du livre, nous devons penser à des appuis à apporter aux libraires, comme des appuis également à apporter aux éditeurs. Au niveau des universités également, je crois qu'il est temps d'arriver à une grande réforme parce que nous avons toujours les mêmes auteurs au programme. Nous avons toujours Senghor, Birago Diop, Aimé Césaire, etc. Et il faudrait que la nouvelle génération des écrivains africains, au-delà même du Sénégal, puisse également être inscrits. On a commencé à enseigner les œuvres d'Amadou Lamine Sall, à ma connaissance, en 1981, c'est-à-dire donc un an après le départ du président Senghor et 2 ans après l'apparition de Mante des Aurores, son premier recueil de poèmes. Je peux être affirmatif parce que c'est moi qui ai commencé le tout premier, à l'époque j'étais seulement maître assistant, à enseigner la poésie d'Amadou Lamine Sall dans mes cours de TD ou un cours de littérature africaine que je donnais aux étudiants de 2e année. Et je sais qu'il est enseigné ailleurs, en Afrique comme par le monde. Locataire du néant. Je veille ces ciels, ces terres, ces hommes, ces femmes, ces enfants qui ne chantent plus, ces mères qui ne bercent plus, ces pères de lointaine paternité, ces vieillards qui ne comptent plus. Ça avance, hein? Il y a aussi les exercices à faire, hein? Les UX pour assouplir l'articulation, hein? Puis la langue. Nous avons présenté Amadou Lamine Sall ainsi que cher ami Doukan et Léopold Sédar Senghor et bien d'autres poètes et écrivains africains des Caraïbes, un petit peu sur toutes les scènes du monde, pratiquement, dans toutes les grandes villes de France, d'Europe et les Antilles, l'Afrique. Et le Théâtre Noir, effectivement, a été le seul théâtre du monde noir créé en France. Alors, effet de journée. Oui, eh bien, tu te fais rare. Il fallait comprendre le sens de l'art véritablement. Et je suis arrivé à cette conclusion que le facteur essentiel de l'art, ce facteur commun qui relie tous les arts, et qui relie les arts aussi à d'autres domaines de la vie,
c'était le rythme. C'est le rythme qui induit la forme. Tout est assujetti à un rythme. L'être humain lui-même est une entité rythmique. Si un rythme arrive à connaître une défaillance, eh bien, il s'ensuit une réaction en chaîne et tous les autres rythmes peuvent connaître aussi cette défaillance. Et cette situation, ce phénomène, qui est un phénomène universel, est conduit à la mort. Si on arrive à comprendre ce phénomène, que le rythme est le facteur essentiel d'un art quelconque, eh bien nous pouvons pratiquer tous les autres. Voilà, donc je suis à la maison et nous sommes dans la chambre de maman, celle qui m'a tout donné. Et je dis souvent dans mes conférences que je n'ai aucun mérite en tant que poète, parce que c'est chez elle que j'ai puisé toute mon inspiration. Et c'est elle également, avec ses chants peuls, parce que c'est une bergère peul. Comme vous la voyez, elle est très belle, ma maman, encore, même si elle frise les 90 ans. Et c'est un grand bonheur de l'avoir à mes côtés. Et si je suis aujourd'hui le poète que je suis, je lui dois tout. Et c'est grâce à elle que je tiens debout. Locataire du néant, fou d'une liberté sans terre, le monde est infidèle à mes rêves. Et je marche la tête pleine de meurtres et de lambeaux de rêves. Et mon pays est plein de corbeilles de soleil, mais rempli de la foi haute des prophètes. Suffise-t-il? Rejaillira-t-il au retour des danses et des troupeaux le lait de l'opulence, la tranquillité verte et bleue? C'est le rôle du professeur de faire en sorte que ses étudiants aiment ou n'aiment pas. S'il donne le mauvais enseignement, s'il a la mauvaise approche, les étudiants n'aiment pas. S'il se débrouille pour avoir donc une certaine complicité, susciter une certaine curiosité, un certain intérêt chez ses étudiants, eh bien les étudiants arrivent à adhérer, bien que la poésie soit très difficile. La structure mentale certainement des Sénégalais est prédisposée pour les langues, pour l'informatique. Si on croise les deux, renforcement de capacité en langue, renforcement de capacité en informatique, le marché mondial de la traduction est à notre portée. Le Sénégal, comme par hasard, est au centre du monde, a un réseau en fibre optique extraordinaire où on peut élargir la bande passante à volonté. Et nous pouvons d'ici traduire tous les textes au niveau de l'Union africaine, tous les textes au niveau des Nations Unies, tous les textes au niveau de l'Union européenne. Dans les plus grandes institutions, en restant au Sénégal, c'est des niches. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le marché de l'économie est un marché mouvant et que les curricula doivent s'adapter pour anticiper cela. Le problème, ce n'est pas le nombre d'apprenants dans les humanités. Le problème, c'est le taux d'encadrement qu'on a et comment on les reçoit et les filières qu'on y développe. Il faut savoir que l'attractivité de l'Université de Dakar pour les Africains se situe à la faculté de médecine, à la faculté des sciences, dans les écoles d'ingénieurs. Mais pour les non-africains, européens, américains, quand ils viennent, ils s'inscrivent à la faculté des lettres. L'humanité cherche
comment ça se fait que nous ayons cette capacité de résilience, que nous ayons cette capacité, cette envie, malgré les difficultés de la colonisation, de l'esclavage, que nous soyons là et que nous soyons solidaires et que nous ayons encore envie de nous battre. L'humanité veut le savoir. Si vous voulez exprimer les problèmes que nous avons en un seul mot, si on devait chercher parmi tous les paramètres qui sont l'explication ultime de la crise, s'il ne fallait en choisir qu'un, on dirait que c'est le problème démographique. Nous avons des infrastructures, nous avons un encadrement qui sont prévus pour un nombre d'étudiants limité. Or, il y a une sorte d'explosion de la demande d'éducation et de la demande d'enseignement supérieur pour des infrastructures qui sont restées les mêmes et pour un encadrement qui n'a pas beaucoup varié, évidemment. Ce qui me donne de l'espoir, c'est le fait que le consensus ait été possible, que toutes les composantes de l'université aient pu se mettre d'accord sur un certain nombre de mesures précises qui sont de nature à réorienter le système dans la bonne direction. Et il faut souhaiter que cette dynamique et cette mobilisation se continuent, qu'il y ait un esprit de réforme permanente qui s'installe dans la communauté universitaire et dans la communauté nationale plus largement. Et à cette condition, l'espoir est possible et l'espérance sera portée par les ailes du savoir. Nous sommes donc chez Senghor, parce que nous sommes dans sa fondation, chez lui, ce qui reste de lui. Le président a donc créé cette fondation, particulièrement pour l'éducation, la culture et la recherche. Il tenait particulièrement à aider les jeunes Sénégalais et les jeunes Africains à bénéficier de bourses d'études pour aller donc dans les plus grandes universités du monde pour y parfaire justement leur enseignement. Et beaucoup de Sénégalais aujourd'hui qui ont 50 ans ou 60 ans même ont bénéficié de ces bourses de la Fondation pour aller en France, en Belgique, au Canada et aux Indes. Moi-même, j'ai bénéficié des allocations de la Fondation Senghor pour être aujourd'hui ce que je suis. Nous n'avons pas parlé du financement, c'est un problème extrêmement important. Aucun pays, dans aucun pays, l'université ne s'est développée qu'avec des financements étatiques. Il faut qu'on trouve des moyens pour diversifier le financement, que ça parte de l'État, oui, de la société, mais de l'université elle-même qui produit des richesses. Et je crois qu'il ne faut pas désespérer des intellectuels africains. Il ne faut pas désespérer de l'université. Seulement, nous avons trop attendu. Quand Senghor bâtissait l'université Gaston Berger de Saint-Louis, les gens le prenaient pour un fou. Parce que cette université était bâtie dans la brousse. C'est cette projection dans l'avenir pour préparer notre jeunesse. Je le dis souvent, et c'est important, il n'y a pas de pays sous-développé. Il n'y a que des femmes et des hommes sous-développés. Il faut placer l'éducation et la formation au cœur de notre développement. Parce que nous ne pourrons absolument rien faire si nous ne bâtissons pas d'abord un Sénégalais instruit, discipliné, ouvert sur le monde.